Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dans laquelle nous allons parler des infections vaginales, bactériennes, fongiques et asymptomatiques. Et on va voir pourquoi il est tellement important de les identifier à temps. Et oui, à temps, parce que régulièrement, des élèves ou des clients viennent me voir en se plaignant de maux qui apparemment sont incurables. Et à force de chercher d'où ils viennent, hein, je découvre qu'au départ, il y a souvent une infection ignorée. Ignorée ou bien parce que ça passe inaperçu, ou parce qu'il n'y a pas de symptômes, ou parce que les analyses n'ont jamais rien montré. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'infection vaginale bactérienne, ou même on va parler de la vaginite fongique, parce que elle peut être bactérienne et fongique, ou juste bactérienne. Et on va aussi parler de la version asymptomatique, puisqu'elle est dans 50% des cas. Et, symptomatique, ça veut dire que elle est dépourvue des symptômes classiques qui vous font d'habitude consulter pour vous en débarrasser. Vous savez, les démangeaisons, brûlures et les pertes de couleurs variées. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne subissez aucun des symptômes et que malgré tout, vous avez une infection vaginale et que vous vous en doutez pas? Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et c'est très important de vous éveiller sur le sujet là. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Alors en cherchant des chiffres sur ces infections, j'ai découvert que lors d'une enquête américaine réalisée sur 470 femmes, il y en avait quand même pas mal qui subissaient une infection vaginale bactérienne sans le savoir. Et donc, de cette enquête, j'ai retenu que voilà, la plupart des femmes atteintes de vaginite bactérienne ou vaginose bactérienne, 84% n'ont pas signalé de symptômes. Ok. Euh, et elles n'ont même pas eu de relations sexuelles, orales, vaginales ou anales, qui peuvent être affectées par ça, pour pratiquement 20%. Et 25% étaient des femmes enceintes et 31% d'entre elles ont déjà été enceintes. Et donc, près de 46% des femmes atteintes de candidose vaginale ne le savent pas. OK? En plus. Donc, même celles qui ont des infections fongiques, quand même, les infections fongiques, c'est quand même, ça se sent, hein, ça passe pas inaperçu d'habitude. Donc, c'est pas juste parce que c'est pas fongique que ça passe inaperçu, hein, parce que même avec ça, il y en a qui arrivent à pas s'en rendre compte. Voilà, donc c'est quand même assez préoccupant. Et il y a quand même 31% des femmes dans tout ça qui ont un trichomonase et qui ne s'en rendent pas compte et qui ne le savent pas. Et un trichomonase, c'est quand même une bactérie sexuellement transmissible qui peut dégénérer en quelque chose de plus compliqué et de plus difficile à soigner. Donc, c'est dire jusqu'où ça va. Il y a des chiffres et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces chiffres. Parce que tout ça, ça a pas mal de conséquences indésirables. Euh, on parle beaucoup plus facilement de maladies sexuellement transmissibles, hein, mais pas de ça, pas de ces infections-là. Alors qu'on se retrouve dans la même situation, hein, on a les mêmes conséquences, sauf que personne n'en parle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de risques de contamination. On peut en permanence se recontaminer avec son partenaire sexuel, et encore pire si on en change souvent, hein. Et puis, donc, c'est ça qui va favoriser l'apparition de maladies sexuellement transmissibles, inclus le fameux HPV, le papillomavirus humain, dont on essaye d'imposer la vaccination. Déjà, si on savait, si on éduquait sur ce qui prédispose à ça, ça aiderait quand même considérablement plus. Et puis surtout, avoir une infection de ce type-là pendant une grossesse, c'est pas terrible non plus, hein. Ça entraîne beaucoup de problèmes, on va en parler un peu plus tard. Et ça entraîne aussi des problèmes au moment de la naissance, hein, et sur le bébé.
Petit à petit, je veux dire, si on trimballe, si on traîne ces infections-là toute sa vie, ce qui est souvent le cas, on se retrouve avec des difficultés, des problèmes, des malformations, des adhérences, un tas de choses qui peuvent amener à la chirurgie quand on arrive à un âge plus avancé, et ce qui pourrait tout à fait être évitable. Ok. Mais surtout, ce à quoi personne ne pense, c'est que ce type d'infection est une des plus grosses sources de stérilité. Ok. Et aujourd'hui, on voit que la fertilité en général, qu'elle soit masculine ou féminine, a tendance à chuter. Et cette fertilité-là, la fertilité des femmes, pourrait être considérablement améliorée si les femmes savaient s'occuper d'elles facilement par des moyens naturels, sans avoir à attendre que quelque chose soit diagnostiqué, parce que pour ça, il faut encore qu'elles aient été consultées et qu'on ait pensé à leur faire un certain type de dépistage. Donc pourquoi moi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai mis très longtemps à comprendre que j'en avais été victime toute petite déjà. Bon, là, c'est une photo de moi avec ma fille quand elle avait 6 mois. Elle y a échappé belle parce que elle avait tout pour en être atteinte. Euh, Heureusement, bon, j'ai appris des choses entre-temps, mais j'ai fait partie, moi, de ces petites filles euh, qui se mettent à avoir des problèmes. Moi, j'ai commencé à avoir ça vers 5-6 ans. J'avais des prédispositions, je pense, de ma mère. Et j'ai subi un choc émotionnel qui m'a déclenché ça. Et j'ai subi des tas d'infections qui sont enchaînées jusqu'à mes 20 ans. J'ai eu des hospitalisations, j'ai failli succomber à une septicémie, j'ai eu des tas d'examens douloureux pendant toute ma jeunesse et ça m'a beaucoup, ça a beaucoup affecté mon assiduité en classe, mon état, ma stabilité émotionnelle, nerveuse. Enfin, ça laisse beaucoup de traces quand même sur les enfants. Et j'ai subi beaucoup de traumas liés à ça et une grosse honte aussi vis-à-vis des autres. Et il y a tout un stigma associé à ce genre de choses. Et surtout, j'ai vécu dans ma chair ce que c'est que de ne pas pouvoir compter complètement sur le système médical, qui a malheureusement pas toujours été performant en ce qui me concernait. Et personne n'a jamais vraiment mis le doigt sur l'origine de mes infections. Personne n'a jamais su non plus les soigner. Et sans l'aromathérapie, je me demande dans quel état je serais aujourd'hui. Et puis surtout ma fille, parce que bien sûr, je lui ai transmis beaucoup de choses. Et personne l'a distingué, l'a identifié, évidemment. Et c'est quand elle a eu un certain âge que j'ai compris. Mais donc aujourd'hui, 40 ans après, je continue à voir que rien n'a changé dans le système médical vis-à-vis de tout ça. Et je continue à voir que les femmes subissent les mêmes problèmes que moi. Et ça me hérisse, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Et on va en parler dans cette masterclass. Donc le but, c'est vraiment de vous éviter de vivre ce que j'ai vécu moi, et surtout d'éviter que vos filles le subissent aussi. Et donc le but, c'est d'aider à reconnaître les différents types de vaginose, en particulier la symptomatique, évidemment, hein. De vous éviter l'escalade vers tout ce qui est évitable, hein, comme la chirurgie et les plasties diverses, hein, et vous éviter le recours aveugle à des médicaments dont vous pouvez tout à fait vous passer grâce aux huiles essentielles. Alors, la vaginose, bactérienne ou fongique? Oui, on pourrait faire la différence parce que les deux existent et il est important de faire la différence pour des raisons de traitement. Et c'est important déjà de savoir que les deux peuvent se manifester. Parce que manifestement, dans le système médical, on ne fait pas trop la différence et on les traite de la même façon. Et c'est une grosse erreur. Je le vois tout le temps. Souvent, elles sont les deux. Elles sont bactériennes et fongiques.
Et la bactérienne, ben, elle est avec ou sans symptômes. Donc, elle est avec ou sans démangeaisons et irritations, souvent après les rapports amoureux, des odeurs de poisson persistantes, des paires vaginales allant du rouge au vert, du jaune au vert. Donc ça, déjà, c'est à connaître. Mais je vous rappelle que ces infections peuvent se produire surtout chez les petites filles à n'importe quel âge. Moi, j'ai fabriqué du PU pendant des années, hein. Du coup, évidemment, c'est pas avec les traitements que j'avais que ça allait s'améliorer parce que je l'ai compris enfin beaucoup plus tard, hein, très longtemps après. Mais il faut absolument identifier ça, savoir l'identifier et savoir comment agir sans utiliser les moyens classiques parce que les moyens classiques n'aident pas à long terme et ils ne font que rentrer dans un cercle vicieux, hein. Alors, le cercle vicieux, il existe surtout à cause de la vaginose fongique. C'est ce que je vois le plus souvent chez les femmes dont je m'occupe. Bon, encore une fois, il y a beaucoup de petites filles qui en souffrent et on ne le sait pas. Et c'est quelque chose qui peut aussi se mélanger avec des cystites candidosiques qui se manifestent souvent en même temps. Et malheureusement, ben, quand on traite l'une, on fait aggraver l'autre la plupart du temps. Et une infection vaginale, c'est l'opposé d'une infection vaginale asymptomatique quand elle est fongique, parce qu'elle a forcément des symptômes. Mais là, je suis surprise quand j'ai vu les chiffres qui disent qu'il y a beaucoup de filles qui ont des vaginites bactériennes et fongiques et qui s'en rendent même pas compte. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, ça fait peur quand même. Donc, voilà, c'est un problème qui est très courant chez les filles et chez les femmes. C'est moins fréquent chez les femmes ménopausées, évidemment, surtout quand elles n'utilisent pas de traitement hormonal, parce que les traitements hormonaux, bah, ça va stimuler, par contre, l'apparition de ce type de problème. Et c'est vrai que c'est rare chez les fillettes qui n'ont pas commencé à avoir leurs règles, mais ça existe puisque j'en fais partie, je fais la preuve contraire. Et puis, il y a beaucoup de filles qui en développent sans doute par suite de contact avec des zones contaminées. Donc, souvent, le linge infecté par la mère. Si vous faites une machine en mélangeant tout, il y a des grandes chances pour que ça soit infecté, que ça infecte le linge de la petite fille, que ça soit suffisant pour développer quelque chose chez elle. Donc, moi, ce que je suggère toujours à mes clientes et à mes élèves, c'est ou d'utiliser un sèche-linge, ou de faire les lessives séparées, ou de faire bouillir. Ça, il n'y a pas de doute, hein. Mais bon, les symptômes les plus courants donc, sont les démangeaisons et une irritation, hein, surtout à l'ouverture du vagin et à l'intérieur du vagin. Et les infections vaginales fongiques, donc candidosiques, ça se produit souvent sous forme d'épisodes pas fréquents, mais ça peut récidiver fréquemment et ça peut surtout devenir absolument chronique. Donc la vaginose asymptomatique, c'est très important d'en parler, c'est celle qui ne passe inaperçue, qui ne montre pas de symptômes. Donc il n'y a pas de symptômes classiques, hein. Mais par contre, il y a de la nervosité, il y a de l'anxiété, il y a de la mauvaise estime de soi, il y a de la fatigue, il y a de l'apathie, il y a de la dépression, et du manque d'énergie et du manque de créativité. Et c'est important d'en parler parce que il n'y a pas moyen de se sortir de ces traits-là, ces déséquilibres-là, si on ne va pas le soigner à la racine. Et si on ignore qu'à la racine, il peut y avoir une infection, ben on ne s'en sort pas. Et le problème, c'est que il n'y a pas plus fongique, j'ai envie de dire, enfin, ce qui stimule beaucoup les infections fongiques, c'est quand même la prise d'antidépresseurs, la prise de pilules d'ailleurs aussi, hein. Mais il y a beaucoup de médicaments psychotropes qui font chuter l'immunité et qui stimulent toute forme d'infection fongique. Donc on va même à l'inverse, hein. Donc c'est très important de savoir que ça existe. Et il est donc important d'être capable d'identifier soi-même et facilement de quoi il s'agit, hein. Il y a des femmes qui sont atteintes de vaginite asymptomatique, de vaginose asymptomatique, et qui ont en fait une vaginose symptomatique, mais qui font même pas attention aux symptômes, hein, qui se rendent même pas compte parce qu'elles doivent les avoir tellement souvent qu'elles pensent que c'est normal. C'est pour ça qu'il faut en parler.
Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de conséquences quand on ne se traite pas. Il y a des risques. Ouais. Et donc, il y a des risques que ça dégénère sur des années en maladie grave, en septicémie. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai été hospitalisée pour ça. Ça fait pas du bien. Et ça laisse beaucoup, beaucoup de traces physiques et émotionnelles qui sont difficiles à gérer et à éliminer plus tard. Et il faut aussi se douter que l'infection peut être transmise au conjoint et que là, il y a recontamination permanente et du coup, on ne s'en sort pas. Et moi, ce qui m'effraie toujours le plus, et ce que j'aurais bien aimé savoir avant, c'est les risques sur une grossesse et le bébé, évidemment, et surtout pendant l'accouchement. Et cette contamination, évidemment, elle met des années à être identifiée après. Alors, l'impact de la vaginose bactérienne, c'est jamais une partie de plaisir, mais en avoir une qui n'est même pas soignée parce qu'on ignore qu'on l'a, et ben c'est encore pire. Et il va être soigné avec antibiotiques si on la découvre. Mais étant donné que la santé vaginale elle est liée à la présence de bactéries, que les antibiotiques en général les zappent, ces bactéries, les éliminent, il vaut mieux éviter de les utiliser. Moi, je conseille les antibiotiques que lorsqu'il y a une bonne vieille maladie sexuellement transmissible du genre comment il s'appelle? Je vous en avais parlé au début, c'est n'importe quelle maladie sexuellement transmissible qui peut aller se développer en l'hémorragie, par exemple. Ça, c'est extrêmement important de le traiter avec des antibiotiques. On ne peut pas le faire autrement. On ne va pas prendre le risque de le faire autrement. Moi, je n'oserais jamais dire à une de mes clientes, bon, non, on va faire ça avec des huiles. Dans ces cas-là, on ne prend pas de risque. OK? Et dans ces cas-là, du coup, il faut après intervenir pour tout réparer derrière. Parce que, bon, tuer les bonnes bactéries ainsi que les mauvaises, ça peut entraîner donc un déséquilibre vaginal et des cas récurrents de vaginose. Et des études montrent que plus de 50% des femmes traitées pour une vaginose bactérienne vont avoir une récidive dans les 12 mois, sans doute à cause de ces traitements aux antibiotiques. Et c'est vrai que c'est là que démarre le cercle vicieux, prise d'antibiotiques et vaginose bactérienne. Donc la conséquence, c'est l'abonnement aux antibiotiques, qui est le nid idéal de la candidose et de l'infection fongique. Et donc, même si au départ, c'était juste une candidose bactérienne classique, j'ai envie de dire, elle va se développer en candidose bactérienne très vite. D'accord? Il faut parler de l'impact de ces infections sur la fertilité. J'en parle parce que moi, après ce qui m'est arrivé étant petite, on m'a fait des analyses, des examens, des radios assez difficiles, pénibles, pour me montrer que j'aurais jamais d'enfant. Ok? Donc moi, à cette époque-là, on s'en fout, quand on a 15-16 ans, à moins d'être accro aux enfants. Mais il y en a pour qui c'est dramatique d'apprendre ça très tôt. D'autant qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui se passent après coup. On ne sait pas si c'est effectivement quelque chose qui va nous arriver. Donc, la vaginose bactérienne, on va en trouver des traces beaucoup plus chez les femmes infertiles que chez les femmes fertiles. C'est clair que les femmes infertiles en ont eu beaucoup plus. Les femmes fertiles, beaucoup moins. C'est pas pour rien. Plus on a de vaginose, plus on a des chances de limiter sa fertilité. D'accord? Et donc, elle peut diminuer la fertilité de plusieurs manières. Tout simplement en augmentant l'inflammation, l'activité du système immunitaire, ça acidifie l'organisme. Plus on est acide, moins on est moins on est dans la situation idéale pour créer la vie. Il faut que ça soit alcalinisé le plus possible. Donc c'est surtout de la toxicité. La toxicité, ça facilite pas la reproduction. Et donc, c'est aussi ce qui va empêcher les spermatozoïdes de correctement se déplacer, de survivre aussi dans un environnement pareil. En général, ils tiennent pas.
Il y a des tas de couples qui fonctionnellement sont bons, hein, avec des bons comptes de spermatozoïdes, physiologiquement chez la femme ça va, mais on ne pense pas au fait que son état d'acidité ou son niveau de toxicité va faire qu'il y a une incompatibilité et au moment de la conception, ça ne marchera pas. Ou il y aura pas, ou il y a directement pas de fertilisation de l'œuf, ou alors il y aura une ectopique, donc une grossesse extra-utérine, ou il y aura une fausse couche. Okay. Alors pendant la grossesse, ça c'est encore une autre situation risquée parce que l'influence microbienne sur le fœtus laisse des traces. Hein, quand 1 million de femmes enceintes contractent une vaginose bactérienne chaque année, on peut estimer qu'il y a quand même beaucoup de bébés qui sont contaminés. Et un fœtus contaminé, ça passe par le placenta manifestement, par le liquide amniotique, par le sang du cordon ombilical. Et donc ça va augmenter les risques de fausses couches. Hein, ou d'échec de FIV d'ailleurs. Hein. On se demande souvent, moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui me disait, une de mes élèves me parlait d'une fille avec qui elle travaille qui a même pas 25 ans et qui en est à sa 3e FIV. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut absolument faire déjà une fécondation in vitro aussi jeune, mais on a identifié qu'effectivement elle avait une infection bactérienne là, non identifiée, et c'est le genre de choses qui devraient être identifiées avant de commencer ce type de programme, à mon avis. Hein. Et donc, en plus, je veux dire, un bébé contaminé peut développer plein de problèmes, mais surtout va naître prématuré, il n'a quand même beaucoup plus que normal, en sous-poids et avec des problèmes respiratoires. Hein. Sans compter qu'il risque d'avoir une magnifique candidose à la naissance. Donc, pendant l'accouchement aussi, il y a des recherches qui ont montré qu'un bébé né par voie vaginale aura un microbiome qui ressemble beaucoup à celui de sa mère. Et c'est normal, on veut qu'il récupère, alors au moment de l'expulsion du bébé, au moment où la tête sort du canal vaginal, la bouche récupère dans le canal vaginal tout un capital bactérien qui est crucial pour la constitution de sa propre immunité. Okay. Et donc, l'allaitement et le passage dans le canal vaginal sont cruciaux pour cette immunité. Et c'est pour ça que c'est important aussi de favoriser l'allaitement et la naissance par voie basse. Mais l'ennui, c'est que quand la mère est infectée, le bébé récupère tout ça. Il récupère l'infection fongique et l'infection bactérienne via le passage par le canal vaginal. Okay. Donc, si on a identifié des bactéries chez la mère pendant la grossesse, dans ces cas-là, on la met sous perfusion d'antibiotiques pendant l'accouchement. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, sachant que les antibiotiques vont stimuler la prolifération fongique en même temps? Donc, ce qui aurait pu être juste une infection bactérienne au départ peut se transformer en infection candidosique dans le processus. Et donc, refiler une magnifique infection fongique au bébé au passage. Alors, en termes de prévention, il faut quand même en parler. Encore une fois, rien n'est enseigné en particulier tant qu'une infection n'est pas apparue. Et même, moi, avec tout ce que j'ai vécu, on ne m'a jamais rien conseillé en dehors de réagir et prendre un traitement antibiotique. Jamais. C'est seulement, bon, peut-être aujourd'hui, il y en a, j'ai des clientes qui avaient des infections fongiques, à qui on disait juste, arrêtez de vous laver avec des savons décapants. C'est vrai que les savons décapants, déjà, ça endommage la flore, donc il vaut mieux ne pas les utiliser, évidemment, mais il y a quand même pas mal d'erreurs à ne pas commettre. Donc, effectivement, se décaper le vagin avec des irrigations vaginales. Mais bon, quand on a ce type de problème, qu'on souffre,
qu'on a des démangeaisons horribles, qu'on a des pertes malodorantes et d'une drôle de couleur, etc., on a en général le réflexe d'aller nettoyer ce qui se passe là-dedans. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'il faut faire non plus. Utiliser des déodorants vaginaux, c'est aussi la même chose. Il faut pas le faire. Utiliser des tampons, oh là là, et encore plus les tampons désodorisants. C'est dans ces cas-là qu'il ne faut pas mettre de tampons. Ou alors, dans le cadre d'un traitement, moi, je fais utiliser les tampons avec des huiles essentielles pour aller traiter localement ce qui se passe au niveau vaginal. Mais il ne faut pas utiliser des tampons à ce moment-là pendant les règles. Il faut que ça sorte, absolument. Et il faut surtout ne pas ignorer les symptômes. En tout cas, il faut savoir les reconnaître. OK ? Et puis, celles qui comptent sur les antibiotiques, elles vont se rendre compte très vite que c'est pas l'idéal, c'est pas la panacée, hein. Ça revient carrément systématiquement. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, il faut impérativement laver les sous-vêtements séparément, les faire bouillir, y mettre éventuellement de l'eau de javel. Et sinon, l'idéal, c'est d'utiliser un sèche-linge. Parce que la haute température du sèche-linge, c'est quand même un très bon moyen d'assainir le linge. Okay. Alors, maintenant, quand il s'agit d'une vaginose fongique, alors en ce qui concerne cette vaginose-là, c'est encore plus compliqué parce que déjà, la prise d'antibiotiques, ça va automatiquement relancer la croissance de la levure. Donc, il faut déjà commencer par éviter la prise d'antibiotiques. Or, c'est ce que n'importe quel gynéco va vous prescrire. Donc, il faut le savoir et il faut s'éduquer sur le sujet avant. Et il faut avoir développé un protocole avec ou quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui connaît les huiles essentielles, n'importe qui d'autre qui sait le faire. Bon, il n'y en a pas des kilos qui savent préparer ce qu'il faut à ce niveau-là. Il faut quand même très bien s'y connaître en maladie fongique en même temps. Mais donc, il faut faire une détox antifongique sur plusieurs mois. Il faut avoir des rapports amoureux protégés, de toute façon, à condition que vous en ayez encore envie, parce que dans ces cas-là, c'est plutôt pénible qu'autre chose. Et il faut impérativement agir sur la croissance de la levure et éliminer les sources de contamination et de prolifération. Donc là, ça va très loin. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut adopter des nouvelles habitudes d'hygiène de vie. Il y a plein de choses à éliminer dans sa vie quand on veut stopper cet engrenage-là et ce cercle vicieux. Donc, c'est toute une éducation. Mais c'est très important de ne pas laisser traîner. Il est très difficile de résoudre une infection de ce type, d'autant plus si elle est asymptomatique, évidemment, parce qu'il faut encore savoir qu'elle est là. Et c'est pour ça qu'il était crucial de s'éduquer sur le sujet, de développer une prise de conscience qui permette d'agir sans risque surtout, au moindre doute. Et c'est ça l'intérêt des huiles essentielles, parce que vous pouvez, si vous savez les utiliser dans ce cas-là, vous pouvez au moindre doute utiliser un protocole. Et si c'était pas ça, c'est pas grave, ça vous fera pas de mal, ok? Mais si c'était ça, vous allez le voir tout de suite et vous serez bien contente d'avoir eu de quoi réagir. Parce que c'est très important de ne pas laisser traîner ce type d'infection. Et aujourd'hui, quand on voit à quel point ça devient compliqué d'avoir un rendez-vous chez un gynéco, il y a des endroits où il y en a de moins en moins, et il y a des endroits maintenant où il faut attendre des mois. Imaginez que vous ayez un truc comme ça et que vous puissiez pas voir quelqu'un pendant plusieurs mois. C'est abominable. Donc, il faut vraiment le savoir. La vaginose bactérienne, ça peut vraiment laisser des adhérences sur les trompes de Fallope. Ça peut entraver le début de la grossesse. Ça peut donc vous provoquer une grossesse extra-utérine. Ok. Il y a des femmes qui sont atteintes de vaginose bactérienne, qui sont dans un état inflammatoire chronique, qui du coup vont non seulement développer toute forme d'infection vaginale, mais tout ce qui est papillome humain, qui sont prédisposés du coup à faire du papillomavirus ou du VIH, mais toute autre sorte d'infection aussi. C'est clair que ça ne se limite pas à ça. Et alors, si vous êtes enceinte, évidemment, le dépistage, c'est encore plus important. On pourrait se dire que la vaginose bactérienne est dépistée systématiquement chez les femmes enceintes, mais en fait, non. Et vous savez pourquoi? Parce que il y a tellement
de vaginite asymptomatique, de vaginose asymptomatique, qu'ils n'ont pas eu assez de chiffres qui prouvent qu'il était important, enfin qu'il y avait une corrélation entre le traitement de la vaginose et la réduction des taux d'accouchement prématuré. Voilà. Donc, par manque de chiffres, on s'est dit que c'était pas la peine. C'est génial ça, hein. Et en plus, la plupart des femmes enceintes, donc qui ont des infections asymptomatiques, ne se font pas non plus dépister. Donc c'est ça qu'il faut se donner. Ou alors on va attribuer ça à autre chose. Donc il n'y a aucun chiffre qui valide le besoin de dépister ça chez la femme enceinte. Et donc c'est à vous vraiment de savoir ce qui peut se passer dans votre corps, c'est vous qui devez connaître les moyens d'agir et ce qui est OK en cas de grossesse, et sans avoir à compter sur le système surtout. Okay. Alors, je voulais aussi parler des prédispositions. Eh ben, il y a beaucoup de prédispositions. Alors, j'en parlais avec ma fille, parce que ma fille, elle est sexologue spécialisée dans le trauma sexuel. Et on en parle souvent, et elle me dit, il n'y a rien de tel que le trauma sexuel pour développer beaucoup plus que les autres ce type d'infection. Donc, tout ce qui est. Alors, trauma sexuel, c'est large, hein, attouchement, viol, inceste, abus divers. Ça peut être même de l'abus émotionnel, hein, avoir affaire à un pervers narcissique, c'est suffisant. Ok, c'est considéré trauma sexuel. Et il y a aussi les traumas subis durant la conception. Alors ça, c'est mon rayon, par contre. Moi, j'en trouve beaucoup, des origines de problèmes qui datent de très longtemps et qui viennent de traumas durant la conception ou au moment de la naissance, des IVG qui n'ont pas bien marché, par exemple, que la mère a essayé de faire tomber le bébé, qu'elle n'a pas réussi. Le bébé le sait, hein. Et finalement, bon, la naissance est faite, mais il y a plein de choses aussi qui peuvent se passer au niveau de la naissance. Il peut se passer des choses au niveau de la conception, quand par exemple, ben, la mère, elle a eu du mal avec le rapport qui a entraîné la fécondation. Okay. Il peut se passer tellement de choses dans la tête d'une femme. Il ne faut pas s'imaginer que systématiquement, un bébé, bon, vous le savez certainement autant que moi, c'est pas forcément toujours le produit de l'amour. Il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes suite à la soumission au devoir conjugal. Et ça se sent et ça se vit chez un fœtus, et ça a des répercussions dans toute la vie de la personne qui va en sortir. Okay. Donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir l'identifier et l'éliminer. Il y a aussi des traumas issus de l'éducation, évidemment, okay, où on va avoir une façon de parler aux petites filles des rapports sexuels ou de l'accouchement, de la conception. On va leur mettre des choses dans la tête très tôt, et ça peut être complètement traumatique pour elles. Okay. Et puis, évidemment, il y a la mauvaise hygiène de vie, hein, toxicité, acidité. Bon, dès qu'on est, dès qu'on s'éloigne de ce qui est vivant, dès qu'il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de médicaments, beaucoup de drogue, beaucoup de bonbons, beaucoup de malbouffe, hein, c'est suffisant pour faciliter ce type d'infection. Et puis, il y a aussi l'exposition excessive aux contaminants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le linge mal lavé, le partenaire sale ou l'environnement pollué. Et évidemment, ça, on n'en parle pas. Et il y a encore une chose qui est très importante et que je vois revenir très, très souvent, mais ça, c'est mon rayon, c'est pour ça que je le vois, c'est pas quelque chose qu'un médecin va vous expliquer. C'est énergétiquement, ce sont les attaques psychiques, qu'elles soient involontaires ou volontaires. Si vous avez mal vécu, je sais pas moi, un divorce ou une séparation avec quelqu'un et que cette personne vous en veut, et ça suffit pour peu que vous soyez un petit peu réceptif, un petit peu empathe, pour que vous ayez
un niveau de perception énergétique un petit peu au-dessus de la moyenne, là, vous allez ressentir ça. Et ça, rien que ça est suffisant pour déclencher des symptômes d'infection vaginale. Et là, à ce moment-là, c'est très facile qu'une vraie infection vaginale se déclenche là-dessus. Okay. Il faut être capable d'identifier ça et de l'éliminer surtout, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc, c'est à vous vraiment de vous éduquer et de savoir contrôler la situation. C'est à vous de savoir identifier une vaginose, même si elle est asymptomatique. Et pour ça, il n'y a pas 36 moyens. Vous devez pouvoir le tester énergétiquement régulièrement. Il n'y a que ça qui fonctionne. Vous devez avoir suffisamment confiance en vos huiles essentielles pour en appliquer régulièrement à titre préventif. Vous devez avoir suffisamment de connaissances et de confiance en vous pour vous traiter au moins de symptômes avec les huiles essentielles dont vous avez le plus besoin. Et donc, vous devez être capable d'éliminer ce qui vous prédispose à ces infections. Ça nécessite énormément de travail. Mais c'est crucial. Il faut s'éduquer et éduquer vos filles, vos petites filles. Et c'est très difficile de le faire seul. Et c'est pour ça que moi, ça fait des années que je m'efforce d'éduquer les femmes sur le sujet. De leur apprendre à se débrouiller seules et de leur apprendre à transmettre ça à leurs filles et à leurs petites filles avec mon programme Santé Intime qui rouvre les portes régulièrement. Je le rouvre plutôt autour de tous les 6 mois que tous les 3 mois, ça dépend. Et donc ça vous donne à chaque fois 6 ou 8 semaines, ça dépend du programme, pour apprendre toutes les bases que j'identifie. J'identifie vos failles, vos traumas, on y travaille, que vous ayez une chance d'échapper au cercle vicieux de ces infections, parce que sinon, toute seule, c'est très difficile. Et donc, santé intime, ça vous donne les moyens de ne plus rien subir, surtout. Hein, ça vous donne, c'est un enseignement qui vous apprend des choses, mais en même temps, vous profitez de la thérapie, de passer 6 semaines avec moi et surtout avec un groupe auquel toutes les femmes devraient avoir accès le plus tôt possible, parce que c'est toujours un groupe de femmes qui restent très soudées ensemble après et qui continuent à s'aider. Mais donc, santé intime, ça couvre bien plus que les infections bactériennes vaginales. Même si c'est le principal problème rencontré, il y a tellement de choses qui viennent autour. Tout tourne autour de beaucoup de déséquilibres qui sont de longue date. Okay. Donc là, je vous ai fait une petite liste des déséquilibres qui étaient résolus et prévenus dans santé intime. Bon, tout ce qui est donc papillomavirus, maladies sexuellement transmissibles, infections urinaires et vaginales à répétition, prévention du cancer du sein, fatigue chronique, herpès vaginal, candidose, sécheresse vaginale, chute de libido, symptômes préménopausaux, blocage subconscient, gros manque d'amour, manque d'abondance, risque de descente d'organes, fuite urinaire. Bon, ça, c'est un échantillon. Les outils que j'utilise, c'est Aromasoul Therapy, donc c'est ma méthode qui est basée sur l'équilibrage rein-cœur énergétique et sur l'utilisation de la joie et de la réception de la joie et du bonheur pour corriger plein de choses énergétiquement dans l'organisme, recevoir finalement, qui permet de recevoir la guérison. Évidemment, je fais il y a beaucoup d'aromathérapie holistique, des principes de médecine chinoise traditionnelle, d'identification énergétique, de nettoyage énergétique, de travail de rééducation avec un œuf de jade et de l'automassage. Tout ça, ça couvre 6 à 8 semaines de séances toutes les semaines avec des cours et du coaching. Donc, c'est pas juste une vidéo que vous allez vous mettre sous le nez toutes les semaines. C'est des cours, c'est des vidéos, d'accord, qui sont sous forme de modules auxquels vous allez avoir accès toute votre vie. Hein, vous pouvez y retourner autant que vous voulez. Mais toutes les semaines, on passe en revue vos problèmes. Tout le monde participe à ce qui est identification de vos problèmes et résolution en utilisant les outils que tout le monde apprend pendant les cours. Et donc après, le but, c'est que toutes les élèves soient extrêmement autonomes, ok,
qu'elles se libèrent de tout ça et qu'elles changent de peau et qu'elles apprennent à protéger après leur propre fille. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc, sachez qu'il y a plein de choses à faire et sachez qu'il n'y a pas d'une minute à perdre en général. Sachez que c'est pas en faisant un petit peu de ci, un petit peu de ça, par-ci, par-là, que vous allez y arriver. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui vous aide pour aller là où il faut, là où vous en avez le plus besoin. Alors, j'espère que vous n'en avez surtout pas besoin, bien sûr, hein, mais encore une fois, c'est très difficile d'en être sûr. Donc, avec cette vidéo, vous avez accès je vous mettrai un test qui vous permet d'identifier à quel point vous en avez besoin. Et surtout, en faisant ce test, ça vous me permet d'arriver sur une liste d'attente qui vous tient au courant, qui vous dit à quel moment je rouvre ce programme. Et ça vous donne toutes les informations sur ces programmes. Voilà. Ben voilà, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez profiter en tout cas du replay autant que vous voulez. Et si vous avez besoin d'en parler avec moi, n'hésitez pas, je vous mettrai aussi de quoi me contacter avec cette vidéo. J'espère que vous n'en aurez pas besoin, mais je vous dis quand même à très bientôt.